Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Procure en parle. Winston McQuaid ici, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va aller du côté du physique, comment être en forme, comment rester en forme et comment maintenir sa forme. Et pour ça, nous avons deux invités qui, je pense, ont déjà fait leur preuve sur ce plan-là. Il s'agit de Nathalie Lambert, qui est détentrice d'une médaille d'or, deux médailles d'argent, patinage de vitesse aux Olympiques, également qui est responsable, directrice des programmes sportifs au club sportif MAA à Montréal. Alors, je souhaite la bienvenue à Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Winston, merci de m'accueillir aujourd'hui pour cet atelier que j'ai hâte de vivre avec toi et avec le prochain invité que tu vas nous présenter. Absolument. Il s'agit d'abord d'un ex-danseur contemporain. Il y a une formation en ballet il y a très longtemps, évidemment. Je vous parle d'Alejandro, qui est avec nous et qui, maintenant, est passé maître dans le domaine du yoga. Alors, Alessandro, bonjour et bienvenue. Et on attend avec impatience vos conseils pour notre auditoire. Bonjour, Alessandro. Bonjour, Winston. Bonjour, Nathalie. Ça fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. On aura l'occasion, sans doute aussi, Alejandro, de vous voir de faire quelques mouvements qui seront une façon d'illustrer ce dont vous parlez. Mais dans un premier temps, j'aimerais revenir à Nathalie et lui demander, en fonction des gens qui nous écoutent, qui ont appris qu'il y avait un problème de cancer de la prostate ou qui ont subi une forme de traitement au cancer de la prostate et qui sont évidemment très pris par le fait que physiquement, ils ont été taxés pour un moment, mais s'ils étaient bien préparés et s'ils se relèvent bien de la chose, ça peut tout simplement être la vie qui continue. Alors, j'aimerais demander dans un premier temps, Nathalie, ma première question, à savoir, qu'est-ce qu'on privilégie comme, évidemment, on n'oublie pas le contexte actuel, mais qu'est-ce qu'on privilégie comme exercice, comme activité physique dans un premier temps? Ben, écoute, Winston, avant de répondre à ta question, je voudrais dire s'il y a des gens qui ont reçu un diagnostic de cancer, que ce soit celui de la prostate ou n'importe quel autre, et qui sont dans cette galère-là, je vous souhaite la meilleure des chances, je vous souhaite courage et je vous souhaite surtout la santé. La santé pour maintenant, la santé pour le futur. Et puis, je pense qu'avec, en réponse à ta question, en fait, pour faire un lien, avec le plus on va investir dans bouger, dans développer ou maintenir des acquis en force musculaire globale et en développer ou maintenir des acquis en endurance et en résistance cardiovasculaire, le mieux on va être armé pour passer au travers ce marathon-là, ce gros défi-là. Et donc, si vous avez reçu un diagnostic et que vous allez, par exemple, subir une chirurgie au cours des prochains mois, et que vous êtes suffisamment en santé et que votre médecin vous permet de bouger, le plus vous allez en faire à l'avance, le plus vous allez être armé pour que la récupération se fasse plus rapidement et plus efficacement et que vous passiez à travers ça plus facilement. C'est certain que c'est des énormes défis. Et si vous avez déjà eu la chirurgie, vous êtes en réadaptation ou en rehab, même chose. Progressivement, petit train va loin, un pas à la fois, mais on veut retravailler le plus possible sa musculature et on veut continuer de maintenir ses habiletés cardiaques parce que c'est ce qui va nous assurer d'avoir une convalescence un peu plus rapide et d'avoir une récupération un peu plus complète et de bâtir aussi notre système immunitaire qu'on va avoir de besoin pour la longue durée. Est-ce qu'on devrait avoir une approche plutôt holistique ou est-ce qu'on devrait privilégier certains types d'activités ou de mise en forme physique? Je pense à étirement versus force physique, par exemple. Bien, écoute, à ce niveau-là, là, toute la vie, qu'on ait eu un diagnostic de cancer ou pas, ça s'adresse à tout le monde, à 100% des gens qui écoutent. Toute notre vie, il y a 3 qualités principales qu'on va devoir essayer de travailler sur une base régulière pour maintenir le plus longtemps possible. Ça va nous permettre d'être autonome le plus longtemps possible. Ça va nous permettre de vivre plus vieux, plus en santé, d'avoir une meilleure qualité de vie. Ces 3 qualités-là, je t'en ai déjà nommé 2. Donc, notre cœur, c'est important d'entretenir nos qualités cardiovasculaires. Ça ne prend pas nécessairement grand-chose. Ça prend un petit peu sur une base régulière. Dès qu'on élève nos fréquences cardiaques,
Et le beat par minute minimum qui est recommandé pour avoir des bénéfices, c'est 100. 100, c'est assez facile à avoir. On peut avoir facilement 100 si on marche, si on joue au golf, si on jardine. Jouer au golf, c'est peut-être plus compliqué ces temps-ci, mais bref, si on jardine, si on fait de la marche sur place, si on fait du vélo, si l'hiver, on va faire du ski de fond, si on fait de la raquette, tout ce genre d'activité-là va facilement nous permettre de passer le cap du 100 battements par minute. Dès qu'on le dépasse, on a des bénéfices. La deuxième, j'en ai parlé, c'est de maintenir un minimum de force musculaire. Pourquoi? Parce qu'on va en perdre de toute façon en vieillissant. Puis si on la maintient, on a un meilleur métabolisme, on va moins prendre de poids, on va avoir plus de facilité à continuer de faire nos mouvements, même quand on est rendu à 60, 70, 80, on va avoir une meilleure autonomie et puis on va se garder, on va avoir un niveau minimum de force qui va nous permettre de rester actif. Le troisième, et là on rentre dans la talle un peu plus d'Alexandro, c'est l'amplitude articulaire puis la souplesse. Celle-là aussi, elle est non négligeable. Plus on a une bonne amplitude articulaire, plus on a une bonne souplesse de nos muscles et de nos articulations, plus on est capable de faire de mouvements et moins on est à risque de se blesser si, par exemple, on glisse sur une plaque de glace ou si on fait un faux mouvement parce qu'on a les articulations solides et qu'ils ont une certaine souplesse. Ces trois qualités-là, on a 7 ou 97 ans, on a besoin d'essayer de les garder, les maintenir le plus possible puis de continuer de les entretenir. Alors, Alejandro, c'est tout à fait naturel d'aller vers vous. C'est-à-dire que Nathalie a mis la table. Alors, pourriez-vous nous dire est-ce qu'il faut absolument être en grande forme pour s'initier ou commencer à faire du yoga? En grande forme, non, pas du tout. Je suis d'accord avec Nathalie, puis je suis très content de l'entendre. Je suis content d'être dans son team, de travailler avec elle, parce que c'est tout à fait vrai. Dès qu'on bouge, dès qu'on est en connexion avec nous-mêmes, on est déjà dans les bons chemins. Et dès qu'on prend la décision de s'entraider, de prendre soin de nous-mêmes, c'est vraiment un grand pas. Évidemment, il y a plusieurs alternatives et des professionnels. Donc, si on a l'alternative de s'entraîner à côté d'un professionnel, c'est évident qu'on va voir les progrès de façon, je dirais, immédiate. Alors, les bénéfices, comme Nathalie vient de mentionner, il y a toutes sortes de bénéfices au niveau articulaire, musculaire, mais il y a aussi, dans les cas surtout des personnes qui ont un diagnostic d'une maladie, il y a des bénéfices émotionnels au niveau social aussi, d'interagir avec plus de personnes. Je veux dire, c'est le fun, il ne faut pas oublier ça. S'entraîner, il faut les voir dans la notion de plaisir, dans la notion de sécurité, de communauté. Et c'est là que ça devient vraiment, on devient addict, je dirais, à l'activité physique. On devient addict à rencontrer des gens, à s'entraîner, à bien s'entraîner, je dirais, à bien s'entraîner. Alessandro, quand je pense yoga, quand je vois yoga, tout de suite, c'est les étirements qui me viennent. Moi, je me dis, si je fais du yoga, c'est parce que je veux être en mesure d'être souple. Je veux être en mesure d'avoir de l'expansion, c'est-à-dire de l'amplitude dans mes mouvements, dans mon corps, que ce soit en marchant, que ce soit de n'importe quelle façon. Est-ce que c'est juste que je le vois comme ça? Oui, ça, c'est les grands secrets du yoga. C'est que le yoga n'est pas fait pour les gens qui sont souples, qui sont hyper flexibles, une forme physique parfaite. Rien de tout. Il ne faut pas oublier que le yoga vient de toute une discipline, une vision du monde holistique, c'est-à-dire l'esprit et le corps sont qu'une seule chose. Donc, il faut être bien avec nous-mêmes. Il y a plusieurs styles de yoga actuellement et voilà, il faut juste commencer et c'est exactement quand quelqu'un me dit « Oh, moi, je ne fais pas de yoga parce que
je ne suis pas souple, ou je ne fais pas de yoga parce que j'ai un peu de poids sur moi. Toutes ces raisons-là sont exactement les raisons pour lesquelles il faut s'entraîner, il faut faire du yoga ou n'importe quelle autre activité physique. Exactement. On va trouver vraiment les plaisirs en les faisant. Alejandro, je vais revenir à vous dans quelques instants. J'aimerais ça, Nathalie, qu'on revienne un petit peu sur la pratique. Et souvent, les gens ont besoin d'être accompagnés. Et je sais que le Club sportif MAA, vous donnez des cours en ligne de toutes sortes de choses. Ça peut être du spinning, comme ça peut être du yoga, comme ça peut être la danse. Oui, ben écoute, merci de me lancer là-dessus, Winston. En fait, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que présentement, l'humain, on est des bébites d'habitude. Hein? Puis présentement, nos habitudes collectives ont été, pour la plupart d'entre nous, chamboulées. Si vous faisiez déjà de l'exercice à la maison, tant mieux, vous êtes en business. Il n'y a rien qui a changé trop dans ce que vous devez faire présentement ou dans vos habitudes sportives. Ou si vous marchez dehors, ben, vous pouvez continuer. C'est pas trop compliqué. Pour le reste d'entre nous, pour ceux, par exemple, qui s'entraînaient dans un club sportif, pour ceux qui faisaient un sport organisé, pour ceux qui faisaient des activités comme le tennis, par exemple, bien, présentement, on est un peu obligé de se revirer de bord puis être créatif. Puis malheureusement, j'ai vu une étude qui est sortie, mon amie Sylvie Bernier en parlait il y a quelques semaines, et qui mentionnait, et ça c'est triste et c'est inquiétant, qui mentionnait qu'il y a présentement 44% des Québécois qui bougent pas ou qui bougent beaucoup moins qu'ils bougeaient avant le confinement. Donc ça, c'est vraiment triste. Et si on continue d'être confiné pendant encore longtemps, bon, on sait qu'on va commencer potentiellement à déconfiner dans les prochaines semaines, mais on en a encore pour un certain temps. Il faut se trouver des nouvelles habitudes. Et vous l'avez bien dit, Winston. La plupart des gens sont installés devant la télé, tu sais. Alors, on passe la journée devant la télé, c'est pas beaucoup d'exercice. Non, c'est ça. Mais là, vous avez l'occasion avec vos tablettes et avec vos télés, si jamais vous en avez envie, c'est une bonne opportunité pour découvrir plein de choses. Par exemple, le yoga, le pilates, le spinning si vous avez un vélo stationnaire ou un tac pour s'entraîner avec un vélo de route présentement parce que c'est encore un peu frisquet pour aller rouler dehors. La danse, vous en avez parlé. Des trucs un peu plus musculaires comme les bootcamps. Ce que je viens de nommer, c'est ce que nous, on offre au Club sportif MAA présentement en virtuel que vous pouvez faire dans votre salon ou dans votre chambre ou peu importe, dans votre maison. Mais on n'est pas les seuls. Il y a la plupart, pas la plupart, mais il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs clubs partout au Québec et partout dans le monde, en fait, qui offrent présentement ce genre de service-là. La plupart l'offrent gratuitement, comme c'est notre cas. Mais il y en a d'autres pour lesquels il faut payer un petit montant. Mais je trouve que c'est une belle opportunité d'essayer des choses nouvelles qu'on n'aurait pas nécessairement le courage d'essayer. Par exemple, j'entends souvent pour des cours de yoga, comme vous avez dit tantôt, ça développe la souplesse. Et oui, souvent, tu vas arriver dans un studio et tu le fais pour la première fois et il y a plein de gens qui vont faire le cours. Et là, tu as le prof comme Alexandro qui sont super forts, super souples, super coordonnés. Ils ont un équilibre incroyable. Surtout ceux qui le pratiquent depuis un certain temps, ça peut être un peu intimidant. La même chose pour aller faire un cours de Zumba, la même chose pour un bootcamp, la même chose pour tout ce genre de cours-là. Là, vous avez l'opportunité de le faire chez vous, à votre rythme, d'avoir l'air de n'importe quoi, raide comme une barre. Moi, je suis vraiment pas souple. J'aime pas ça, justement, les cours de yoga, parce que je me sens intimidée, parce qu'il y a certaines de mes articulations qui fonctionnent plus et j'ai l'air d'un pretzel. Mais là, dans mon salon, vous pouvez même fermer la caméra ou si vous le faites, le cours sur Instagram Live ou sur Facebook Live, bien, vous voyez le prof, mais il n'y a personne qui vous voit. Je trouve que c'est une opportunité d'essayer des choses. Puis, la chose la plus importante, Alexandro en a parlé un petit peu, le plaisir. Je pense que si on se donne le droit d'essayer avec une ouverture d'esprit, on va peut-être tomber en amour avec quelque chose, puis c'est garant de succès parce qu'on va avoir envie de le refaire. On est mieux d'essayer des choses jusqu'à temps qu'on trouve qu'on ait la piqûre pour quelque chose que de s'entêter à vouloir continuer de faire quelque chose qu'on déteste. Par exemple, si on déteste le jogging ou si on déteste le yoga, bien, on est mieux d'essayer autre chose, puis quitte à en essayer 3, 4, 5, 6 affaires jusqu'à temps qu'on ait un petit coup de cœur. Et puis après ça, ça va être garant de succès parce que quelque chose qu'on va faire 3, 4, 5 fois par semaine, même si c'est peut-être potentiellement un peu moins efficace,
Ça va être beaucoup plus efficace que quelque chose qu'on n'arrivera pas à caser une fois par semaine parce qu'on n'aime pas. Parce que la notion de plaisir, c'est important. Et tout C'est à l'heure, essentiel. Alessandro en parlait. Et je vais demander à Alessandro, je vais vous demander de nous donner un exemple d'un ou deux mouvements que l'on pourrait faire initialement qui se ferait dans le plaisir et la détente. Alors, est-ce que c'est possible, à partir de votre poste que vous êtes en ce moment, de vous lever et d'aller vous installer? On va vous entendre quand même et de nous donner un aperçu de ce à quoi pourrait rassembler, mettons, deux mouvements commentés yoga. Oui, bien sûr. Bon, oui, il me semble pertinent de faire un exercice exprès pour les planches pelviennes. Pour d'abord sentir c'est où les planches pelviennes. Je pense que beaucoup de disciplines, pas seulement les yoga, aussi des activités sportives, il faut être connecté au centre. Parce qu'on est sûr qu'on est connecté au centre, toute la douleur autour du dos, du bas du dos, la douleur des jambes, la manque de flexibilité des jambes, c'est vraiment un miracle. Dès qu'on est capable d'activer notre centre, tout va bien aller. Aussi au niveau de digestion. Là, c'est là où les yoga travaillent de façon un peu plus profonde au niveau des organes. Ça permet aussi de détoxifier le corps à l'intérieur, en même temps qu'on renforce la musculature, en même temps qu'on soutient les articulations. Pourquoi pas? On les fait? Oui, absolument. Et je rappelle encore une fois que les gens qui sont aux prises avec un problème, avec bon, l'annonce d'un cancer de la prostate en particulier, c'est cette région-là du corps dont il est question. Et ce que va nous montrer en ce moment Alessandro, c'est peut-être une façon assez simple de s'initier à la pratique du yoga qui pourrait renforcer cette région qu'on appelle communément le plancher pelvien. Parce qu'il y a souvent, pour ce qui est des gens qui ont subi une opération pour le cancer de la prostate, il y a un problème d'incontinence qui peut durer pendant une semaine ou deux, ou peut-être plus longtemps. Et si on fait certains exercices, ben, ça peut contrôler d'une certaine façon ces pertes-là et reprendre le contrôle effectivement de notre flux urinaire. Alors, est-ce que c'est possible, Alessandro, d'illustrer par une pause comment on pourrait justement travailler le plancher pelvien? Et pendant que vous êtes en train de vous installer, moi, je vais demander à Nathalie d'appuyer un petit peu cette thèse-là. Nathalie, oui, est-ce qu'on pourrait appuyer cette thèse-là pendant qu'on voit Alessandro? Oui, je vais juste peut-être mentionner, même avant de commencer, dire qu'on ne va faire rien de spectaculaire, que le niveau d'intensité peut augmenter très facilement. L'activité physique, c'est augmenter le niveau de difficulté et d'intensité, c'est très facile. Souvent, la première chose, c'est de s'assurer qu'on est capable de sentir et d'être pleinement dans la pratique. Donc, on va commencer avec un exercice de respiration, ce qui nous permet juste de tout simplement sentir qu'est-ce qui se passe au niveau pelvique. Et après ça, on va juste soulever un peu les jambes pour activer la musculature abdominale. Okay? Donc, je propose de commencer avec les mains en bas du nombril et de juste pousser avec les ventres, de sentir les ventres pousser les mains. Et en inspirant, on va allonger les ventres et on va les laisser s'élargir. Donc, c'est assez intérieur. On expire et on pousse. Donc, cette action, on la répète. Des fois, les gens demandent à quel moment est-ce que je dois respirer. C'est une question qu'on reçoit souvent. Il faut juste s'assurer de respirer en tout moment. Donc, on continue. On inspire. 2, 3. On expire, on pousse. 2, 3. On inspire.
2, 3. On expire, on pousse. 2, 3. On inspire. 2, 3. On expire, on renvoie cette énergie vers la base de pubis, vers la terre. Là, ça pourrait être vraiment le début, qui s'est connecté à la méditation. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Nathalie, est-ce que je peux vous demander d'ajouter un petit peu sur ce que fait Alessandro? Oui, Alessandro, recule un peu pour qu'on voit tes jambes aussi. On ne voit pas tes mains, OK. Oui, super. Voilà. Et en fait, ce que j'avais envie de dire par-dessus ça, c'est, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait en même temps que Alessandro, juste inspirer et expirer, mais juste le fait qu'il ait compté jusqu'à 3 dans l'inspiration et qu'il ait pris le temps de compter jusqu'à 3 aussi à l'expiration, on est déjà dans une démarche de mieux-être puis anti-stress. Donc, si vous avez le temps de faire absolument rien d'autre que ce que Alessandro vient de faire, juste de faire ça à quelques reprises, à chaque jour, déjà, on est dans une démarche où on a une relaxation physique et un certain état de bien-être. Juste ce petit exercice-là. Et c'est vraiment important d'appuyer, corrige-moi si je me trompe, Alessandro, d'appuyer sur l'expiration. Oui, exactement. De sentir, c'est un peu comme un instrument, de sentir qu'on serre les muscles abdominaux au moment d'expirer vers la colonne, vers le pubis. Donc, d'abord, j'ai les jambes croisées, mais si ce n'est pas confortable pour vous de croiser les jambes, vous pouvez laisser vos jambes allongées aussi. Ça, c'est la posture de lotus en yoga. Et j'ai un coussin en dessus de la fête. Normalement, mais ça aide aussi à relaxer les jambes, de placer en du coussin. C'est une bonne façon de relaxer toute la musculature autour du bas du dos. Donc, on va répéter ça. On engage un peu les bras, on engage un peu la colonne. Et on va arrêter après ça, mais juste pour démontrer à quel point c'est simple, mais aussi nécessaire. C'est simple et aussi complet. À quel point peut être simple d'utiliser tous les corps complets. Bien sûr, il y a plusieurs sortes de yoga, plusieurs types de complexifier, ça peut très beaucoup plus intense, mais au début, j'ai commencé pour démontrer juste ça. OK? Alors, c'est ce que je retiens, Alessandro, c'est qu'on est dans un univers holistique, c'est-à-dire que l'ensemble du corps, bien qu'on concentre sur une région en particulier, l'ensemble du corps est impliqué et la respiration et la détente est une partie intégrante de ce type d'exercice dans la pratique du yoga. Alors, Nathalie, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Ça se peut que je me mette un doigt dans l'œil, mais c'est mon impression. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et là, écoute, la position du lotus, c'est une position de relaxation, de détente. Tantôt, tu avais une question, est-ce que le yoga, c'est vraiment pour les étirements? Le yoga, c'est pour plusieurs choses. Le yoga peut être pour la relaxation, la détente, la méditation, le ressourcement, ce qu'on appelle, j'ai pas le mot en français, mais le restorative. Donc, on est plus dans une démarche de réparation ou de prévention en santé globale. Mais ça peut aussi être très musculaire et même un peu cardiovasculaire si on parle des types de yoga un peu plus avancés et un peu plus avec un flow plus rapide d'enchaînement de mouvements, où là, on devient dans plus musculaire et aussi cardiovasculaire. Mais Alessandro, on n'a pas vu ton exercice vraiment plus pour le plancher pelvien. Je pense que ça serait intéressant qu'on voit la nuance entre ce que tu viens de faire puis celui-là, si Winston veut bien. Oui, alors Alessandro, on retourne à toi et on te regarde. Super. On t'écoute. Est-ce que tout le monde regarde mes mains? Je vais déposer mes mains juste au bout des mes hanches, les cristillia. Et on va glisser les mains vers le centre quand on expire, vers l'extérieur quand on inspire.
C'est là juste pour créer une visualisation de mouvement des muscles abdominaux au niveau de plancher pelvien, qui c'est un peu comme un rhombus, les planchers pelviens. C'est ces petits muscles très, très internes au niveau juste derrière le pubis qui attachent la musculation de la côte du dos et des jambes. Juste pour sentir ça. On va inspirer encore une fois, laisser la respiration s'élargir vers les côtés. On expire et on imagine qu'on a une racine et on va serrer cette racine au noix. On inspire. 2, 3, on élargit. On expire, on serre. Squeeze, squeeze, on serre les racines. On inspire. On serre. On va continuer avec ça. On serre. C'est ce que c'est. On est en train de pratiquer une respiration abdominale. On inspire. On serre. Là, je vais engager mes bras avec ces mouvements. On serre. On inspire. On serre. Et on serre vraiment comme si on avait un racin entre les jambes. On inspire. Donc, on est déjà en train d'aligner, d'allonger la colonne. On serre, on ramène toute l'énergie. Je pense à mon racin. J'ai déjà un peu de jus de racin. On inspire. On serre. On va les faire une dernière fois. On inspire. On va garder les bras là-bas. On va aller un peu de plaisir aussi. Donc, on va relaxer les visages. Ça est toujours des sourires même. Super. Avec une grande inspiration, on va tourner les corps vers la droite. Et on descend les bras. C'est ce qu'on appelle les torsions, les twists. J'utilise vraiment mon bras derrière. Je vais changer. Pour enlever un peu de poids du bas du dos. Et encore, serrer les abdominaux. On fait une dernière respiration ici. On serre les abdominaux. On revient vers le centre. Et on va vers l'autre côté. On allonge. Et avec la colonne, la ceinture, on expire. Très important d'expirer. C'est la meilleure partie. Je descends le bras. Encore une respiration. 2, 3. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Donc voilà, ça peut être assez simple que ça. Aussitôt que j'engage mes jambes, je vais engager plus ma musculature, mais peut-être qu'on veut arrêter là pour le moment. D'accord. Alessandro, il y a peut-être des gens qui ont même la difficulté avec les genoux, les jambes, qui ne sont pas capables de plier, comme quand on est plus jeune, il n'y a pas de problème, mais quand on prend de l'âge, il y a on est plus rigide. Est-ce que c'est possible de faire ces exercices-là sur une chaise, par exemple? Assis sur une chaise, mais en faisant tout le reste dans des actions de yoga. Oui? Oui, absolument. Tous ces exercices peuvent se faire sur une chaise. Ça donne exactement, je vais m'asseoir sur mon fauteuil. Ouais, parce qu'il faut adapter en fonction des personnes qui sont là, qui prennent le cours. Mm-hmm. Et on peut, voilà. c'est tout ton corps basé sur la chaise. Hein? Je peux travailler la souplesse de mes jambes, même sur ma chaise. Je peux travailler presque toutes mes postures de yoga sur ma chaise. Si vous me permettez, pour sentir cette partie, je peux vous montrer un autre exercice. Est-ce que c'est le moment? Juste pour terminer de parler de planche pelvique. Je pense que oui. Je crois aussi, oui. Oui, allons-y.
Super. On est dans le beat, comme dirait l'autre. Super, super. Je suis bien sûr de ce que vous suivez. On appelle ça la posture de la table. Et j'écarte mes bras à l'auteur des épaules un petit peu plus large, mes genoux un petit peu plus large que mes hanches. Je vais les faire de ce côté-ci. Même, on travaille sur la respiration, on inspire profondément, on balance tranquillement, on expire, on peut même plier les coudes pour arrondir la colonne, la tête, on inspire, on arrondit la colonne à partir du coccyx. Donc, c'est comme un chat. C'est les chats, ça s'appelle les chats au yoga, la posture de chat. Un ondato. C'est une posture exactement des bases, mais assez bénéfique pour travailler le plancher pelvique. Une fois qu'on a récupéré la flexibilité au niveau du dos, quelquefois, on peut juste prendre quelques respirations. Descend. On revient en posture plus longue. Voilà. Avec mes mains à terre, mes genoux à terre, je vais fléchir mes pieds. Je vais allonger une jambe à la fois. Même principe, en inspirant, j'allonge mon ventre. En expirant, je serre mes muscles abdominaux. J'inspire, expire, je serre mes muscles abdominaux. OK. Prochaine étape, ça sera le soulever la jambe. Et en ce moment, comme on dit, c'est assez intégral. On est en train d'utiliser les bras, les pectorales, abdominaux, les jambes. Mais je suis étonné de constater, Alessandro, que tout ça semble très facile. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air? Ça dépend vraiment de la personne. Évidemment, c'est des exercices basés sur un corps humain. Donc, basés sur les proportions, c'est des exercices de base. Et c'est des exercices qui permettent de sentir ce qu'ils sont en train de faire, de vraiment explorer cette coordination entre respirer et bouger. C'est extrêmement facile de mon point de vue, mais je ne veux pas dire c'est facile juste comme ça. C'est pas le même pour tout le monde, mais à travers la respiration, voilà. C'est très facile de tomber en amour avec les mouvements. Je dirais ça. Alors, c'est l'approche. Hein? Tout est une question d'approche, finalement. Comment est-ce qu'on est intellectuellement prêt à s'investir dans un exercice comme celui-là, avec la respiration, avec le détachement, avec le bon plaisir aussi. Merci beaucoup pour les démonstrations, Alessandro. Mais Nathalie, je reviens à Nathalie. Oui, Nathalie, on a des questions qui nous arrivent des gens qui sont à l'écoute et je vous pose une question de Neil Mathieu. Sa situation, 71 ans, 165 livres, cancer de la prostate avec métastase non opérable, sous hormonothérapie, marche de 20 à 30 minutes par jour, habite à la maison avec escalier de 13 marches et par beau temps, joue au pickleball 30 minutes par jour, pickleball par jour à l'extérieur. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Est-ce que c'est assez? Bien, premièrement, je vous souhaite la santé. Comme j'ai dit au début, je vous souhaite de passer à travers cette maladie. Je vous souhaite de vaincre. À votre question, Neil, je pense que vous investissez beaucoup tantôt, j'ai parlé des 3 qualités essentielles. Donc, la marche et même le pickleball, jusqu'à un certain point, c'est principalement vous investissez dans votre système cardiovasculaire. Il y a aussi une démarche là-dedans de système immunitaire qui est super intéressante. Je vous recommanderais de complémenter
par les marches, oui, ça va faire travailler les muscles de vos cuisses, de vos fessiers, de vos jambes principalement. Je vous recommanderais de faire des exercices ou une activité qui va cibler un peu plus le haut du corps et qui va cibler un peu plus la ceinture abdominale. Alexandro en parlait tantôt, c'est important. Tout ce qu'on appelle le core en anglais, toute la ceinture abdominale, autant les muscles du dos que du tronc, en haut et en bas de nos viscères, c'est hyper important. Comment le faire? Après ça, il y a plusieurs façons. Ça peut être une routine d'exercice que vous feriez quelques fois par semaine. Ça pourrait être aussi à travers des activités sportives comme, par exemple, un sport qui va solliciter principalement ces muscles-là. Ça va être les sports où il va y avoir beaucoup de contractions. Donc, si vous lancez des balles, par exemple, c'est plus le haut du corps, mais ça va impliquer la ceinture abdominale. Tennis, ça serait un bon exemple. Ça va être à la fois cardiovasculaire, mais il va y avoir aussi un travail avec le haut du corps pour un bras principalement. Et faire ce genre d'activité-là. Hockey un petit peu et tout ce qui vous... si vous n'aimez pas faire une routine de musculation, je vous recommanderais ça comme premier choix, mais si vous n'aimez pas ça, essayez de trouver un sport qui va faire en sorte que vous allez aussi utiliser principalement le haut du corps. Parallèlement à ça, quand on est dans des traitements d'hormonothérapie ou de chimiothérapie ou ce qu'on veut chercher principalement, c'est aussi à booster notre système immunitaire. Donc, des trucs qui vont vous aider à enlever un petit peu et à décrocher un peu et à être anti-stress. Je vous recommanderais d'essayer une approche soit avec la danse, soit avec le yoga, soit avec un cours qui s'appelle Eccentrics, que vous pouvez trouver facilement sur Internet pour en savoir un petit peu plus, parce que ça va vous obliger à être dans le moment présent, ça va vous obliger à penser à autre chose que votre maladie et ça va avoir un effet positif sur votre système immunitaire. Je pense que ce qui est vraiment important dans une galère comme celle-là, c'est, oui, les bénéfices physiques directs, mais aussi le système immunitaire, puis surtout l'attitude, puis le positivisme. Et ce genre de cours-là, ce genre d'activité-là, puis l'énergie, puis la connexion avec un instructeur que vous allez aimer, va vous aider grandement aussi. J'aimerais ça prendre un petit moment pour inviter les gens qui sont à l'écoute à nous écrire. C'est très simple. Sur la page où vous êtes en ce moment, tout au bas, il y a un endroit qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Vous posez votre question là et nos experts pourront y répondre assez rapidement. Si vous préférez le courriel, c'est info@procure.ca. Bon, là, ça commence à être le temps, Nathalie, de sortir de la maison. C'est-à-dire que le tapis roulant, là, dans la maison, on a assez fait, on a assez respiré de poussière, c'est le temps d'aller jouer dehors. Et j'aimerais savoir, pour les gens qui, mettons, au-dessus de 65, 70, est-ce que vous privilégiez la marche rapide, le jogging, ou même si quelqu'un a l'habitude ou a couru très, très souvent dans sa vie, de continuer à courir? Qu'est-ce que vous nous suggérez? Bien, tout ça, en fait, si vous aimez le jogging, si vous avez les articulations qui vous le permettent, oui, définitivement, c'est une excellente activité, hyper anti-stress. On brûle beaucoup de calories, on a les impacts sur nos articulations. Si on n'a pas de problème d'articulation, c'est souhaitable parce que ça permet de prévenir l'ostéoporose, principalement pour les femmes, mais les hommes aussi peuvent avoir des enjeux avec ça. Et c'est un hyper boost de métabolisme aussi. Donc, souvent, quand on a des chirurgies, on a tendance, et quand on bouge moins parce qu'on a des chirurgies ou parce qu'on est malade, ben on a tendance à prendre du poids aussi, ce qui peut devenir un problème. Donc, ce qui va booster notre métabolisme, c'est génial. Si moi, j'ai les genoux finis, je ne peux pas courir, la marche, c'est une très bonne alternative, définitivement. Ce n'est pas un sous-produit. Et on peut jazzer nos marches, les rendre encore plus efficaces en trouvant des terrains un peu... dès qu'il y a une pente, en fait, notre fréquence cardiaque va augmenter beaucoup. On fait de la marche rapide et si on n'a pas de pente proche de chez nous, on sait que c'est plus compliqué présentement d'aller loin de la maison, bien, un sac à dos avec une coupe de canne de boîte de conserve dedans ou 2-3 gros dictionnaires dans le sac à dos, ça aussi, ça va augmenter notre dépense calorifique puis notre fréquence cardiaque, donc ça va le rendre encore plus efficace. Le vélo, s'il y en a qui peuvent faire du vélo. Et je reviens à Neil de tantôt, qui marche pendant 30 minutes. Bien, s'il peut faire des stations dans sa marche, par exemple, il y a un banc de parc, il peut utiliser le banc de parc pour faire quelques steps, pour travailler ses jambes. Il peut utiliser le banc de parc pour faire quelques planches, pas des planches, oui, pour faire la planche ou pour faire quelques pompes. Il peut utiliser le banc de parc pour travailler ses triceps en laissant ses fesses descendre devant le banc de parc.
Il peut utiliser, donc il peut marcher 5 minutes, faire 1 minute d'exercice, marcher 5 minutes, faire 1 minute d'exercice. Et là, on n'a plus juste travaillé notre cœur, on a travaillé notre cœur plus nos muscles. Et ça, c'est une façon. Puis dehors, bien, ça va passer beaucoup plus vite, évidemment. Vous l'avez bien dit, on est un peu tanné d'être dans notre poussière puis dans notre maison. Donc ça, c'est une très belle alternative. On peut utiliser le gazon pour faire quelques petits exercices. On peut aller faire des fentes facilement dehors aussi, qui est un exercice musculaire. Dès qu'on plie un peu nos genoux, un peu comme un patineur de vitesse, là, si vous l'imaginez, dès qu'il y a une flexion au niveau du genou, bien, il y a un travail musculaire très, très, très amplifié. On peut aller dehors aussi, puis amener notre téléphone, puis faire le cours de yoga d'Alexandro, par exemple, s'il fait 18 degrés. On pourrait faire ça sur notre deck. Bientôt. Mais avant de passer à Alessandro, j'ai encore une dernière chose avec Nathalie. Une sortie comme celle dont vous parliez tout à l'heure, où on peut à la fois faire des pompes, marcher vite, bon, et changer le rythme des choses. Vous suggérez une sortie de combien de temps à peu près? Bien, c'est pas tant. Idéalement, là, ce qu'on veut vraiment là, pour avoir dès qu'on dépasse le 30 minutes total d'activité dans une journée, on commence à avoir un petit peu des bénéfices. Mettons qu'on met un bon investissement dans notre compte en banque de bénéfices santé. Si on a réussi à cumuler, puis là, c'est cumulé, là. C'est pas grave si on ne le fait pas tout dans une session. Si on réussit à cumuler 60 minutes par jour, là, on se dit qu'on a vraiment pas mal optimisé les bénéfices. Si on est capable de faire un peu plus que ça, c'est encore mieux. Mais disons qu'à chaque journée où on peut cumuler entre 30 et 60 minutes au total de temps actif, c'est une journée où on a fait un dépôt dans notre capital santé. À chaque journée où on ne fait rien, c'est une journée où on fait un petit retrait. Ça s'effrite un peu. C'est un peu la façon de le voir. Et puis, si on n'a pas 1 heure d'un coup, 4 fois 15 minutes, ça marche. 2 fois 30 minutes, ça marche. À chaque fois que vous montez les marches chez vous, ça compte, même si ça prend juste 30 secondes. On le fait le plus souvent possible. On essaye de cumuler un total d'au moins 60 minutes de temps actif. Et combien de fois par semaine? Bien, la recommandation, c'est tous les jours. Si on fait des choses un peu plus intenses que ce que je viens de vous décrire, là, je parle d'activités, tu sais, je parle d'activités comme marcher, comme jardiner, qui ne sont pas super intenses. Si on va faire des choses beaucoup plus intenses, bien là, peut-être chaque 48 heures, c'est correct aussi, mais idéalement, la recommandation, c'est vraiment 60 minutes à chaque jour. Si on va dans des plus grandes intensités, bien là, on peut se permettre de sauter des journées. Mais moi, à 76 ans, j'ai l'impression qu'une fois tous les 2 jours, ce serait correct, non? Oui, tout est correct. Hein? Dès qu'on en fait un peu, on investit, mais je suis convaincue que vous ne passez pas l'autre journée sur votre divan à faire absolument rien. Voilà. Quand même. Alors, j'aimerais ça revenir avec Alejandro parce qu'on a parlé de yoga tout à l'heure et j'ai de la difficulté à dissocier yoga et méditation. Alors, comment est-ce qu'on pourrait combiner les deux? Ou est-ce qu'on peut faire juste une méditation? Est-ce qu'il y a un plaisir là-dedans aussi? Mais qu'est-ce que vous en pensez, Alejandro? OK, bon, c'est une grande question. Puis, d'abord, la méditation, disons que c'est l'objectif pour les pratiquants de yoga, l'objectif ultime, mais ça inclut dans toutes les formes de yoga. Ça inclut dès qu'on se prépare pour aller pratiquer, on est déjà en méditation. Dès qu'on reconnaît qu'on a besoin de le faire, on est déjà dans ce mode de réflexion, d'auto-réflexion, d'auto-observation. Donc, peut-être que vous faites déjà la méditation et vous ne le savez même pas. Et avant de parler des choses plus techniques, l'anatomie et méditation, j'aimerais aussi faire lien avec ce que Nathalie vient de dire par rapport aux bénéfices émotionnels de l'activité physique et du yoga spécifiquement. Les plaisirs, souvent, dans les cas de personnes qui viennent de recevoir un diagnostic, l'image corporelle des nus, c'est un peu... c'est dans un territoire un peu difficile peut-être. Donc déjà, d'avoir le désir de prendre un cours de yoga, ça nous approche à faire
la paix avec cette image corporelle, ça nous permet, comme je disais, des fois, les concepts de méditation, respiration, on les relie beaucoup à des doctrines un peu trop nébuleuses, mais c'est assez simple comme juste check-in with yourself, comme est-ce qu'on dit ça en d'écouter, c'est ce que tu es en train qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ça. Mais on n'a pas ce réflexe-là normalement, de s'écouter, de prendre le plaisir dans ce qu'on fait. On est tellement occupé, on est tellement baisé, on ne prend pas, et ça me parle ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression qu'il y a des bénéfices là-dedans aussi que de s'apprécier, d'apprécier l'effort qu'on a fait. Et un bel exemple, c'est quand on a fait une sortie d'1 heure, on revient à la maison, et bien qu'au départ, on se dit « Ah, je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui », on revient et on est heureux. Il y a une espèce d'état de plaisir, et ça, je retrouve ça régulièrement. Et on a tendance à oublier ça aussi. Alors, la méditation, ça peut peut-être nous aider dans ce sens-là aussi. Oui. Jusqu'à date, je ne connais pas personne qui a fait un cours de yoga, qui a pratiqué, puis qui a dit « Ah, moi, je regrette d'y avoir y allé. » Je ne connais pas personne qui a fait l'exercice qui a dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon temps. » Oui, absolument. Au contraire, c'est comme « Oh, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant, durant plusieurs années? » Et en revenant à ta question, Winston, la méditation est déjà fait partie, et la base, et vraiment la base, et l'axe de tous les styles de yoga. En tout cas, il doit être l'axe de tous les styles de yoga, puisque dans le fond, c'est une pratique inclusive, c'est une pratique où on va prendre à travers des années, tant au niveau physique comme au niveau émotionnel, même sans parler des niveaux spirituels, au niveau émotionnel. Donc, des fois, c'est assez simple comme avant de coucher ou en se levant, de prendre 5 minutes en intimité, ouvrir la fenêtre, s'asseoir. Cet exercice qu'on vient de faire, assez simple, respirer 3 minutes. Où est-ce que je m'en vais avec ma journée? Ça, c'est la méditation. Évidemment, il y a des techniques de méditation, mais ça va beaucoup plus loin. Oui, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, effectivement. Avec les yogas, les plus qu'on pratique, on peut, voilà, tout ce qui est toute la coordination de mouvements, le renforcement, de se permettre de hausser, d'essayer des sortes de postures, des styles de yoga différents. C'est à travers la méditation, c'est à travers ce contact de dire, moi, je me sens bien, je pense que je peux aller un peu plus loin. Mais c'est à cause de ça qu'on n'est jamais en risque d'une blessure ou d'avoir de mal, parce qu'on sait à quel point, à quel moment mon corps est réchauffé, etc. Donc, ça, c'est vraiment holistique. On parle de la même chose. J'ai une question ici, Nathalie, qui nous vient de René. René dit, à la suite d'une curithérapie, combien de temps faut-il attendre pour refaire du vélo? Bien, en fait, il faut attendre le OK de notre médecin, mais je dirais que sur une base générale, si on n'a pas de complications, après quelques semaines, on peut rembarquer sur le vélo progressivement. On n'ira pas faire 3 heures assis sur la selle, c'est clair, mais on peut y aller progressivement. Puis progressivement, comme avec n'importe quelle partie de notre corps, avec n'importe quelle articulation, nos qualités cardiaques vont revenir beaucoup plus rapidement que notre musculature, puis nos articulations et puis tous nos organes. Et donc, il faut se donner du temps. Ça veut dire qu'on y va progressivement. On commence par 5 minutes, on fait ça pendant quelques jours. Après ça, 10 minutes. Après ça, ça ne veut pas dire 1 heure dès le départ.
Donc, ça, c'est pour n'importe quoi, pour n'importe quelle blessure, pour n'importe quelle chirurgie. C'est pas mal toujours la même procédure. Progressif, encore une fois, la théorie du petit train va loin. Je pense que c'est toujours garant de succès. Mais s'il n'y a pas de complications, après quelques semaines, on peut recommencer. J'aimerais peut-être qu'on passe un petit moment, parce que, bon, le temps file, qu'on passe un petit moment à parler d'alimentation. En particulier, les gens qui ont pratiqué des sports et qui ont fait de la musculation se sont habitués à boire des shakes, à boire des breuvages protéinés et tout ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Les suppléments et les vitamines qui donnent de l'énergie. Les vitamines ne donnent pas d'énergie. Les carences de certaines vitamines t'enlèvent de l'énergie. Donc, si on mange équilibré puis qu'on n'a pas de carence, puis on rencontre toutes nos exigences alimentaires dans toutes les vitamines, mais non seulement les vitamines, mais les minéraux, on ne devrait pas, d'en prendre plus ne va pas nous donner plus d'énergie. Par contre, si on a des carences et souvent, si on a une alimentation qui a tassé, qui a mis de côté certains groupes alimentaires ou certains, puis là, je ne parle pas des autres aliments comme les cochonneries, mais tu sais, je parle de si on ne mange pas trop de fruits et légumes, si on ne mange pas trop de protéines, si on ne mange pas trop de protéines animales, par exemple, parce qu'on est végétarien, il faut s'assurer qu'on rencontre tous nos besoins nutritionnels, entre autres avec le fer si on ne mange pas de viande, surtout si on ne mange jamais de viande rouge. Et donc, c'est pas tant la vitamine va me donner de l'énergie que le manque de certaines vitamines ou minéraux va m'empêcher d'en avoir. Les suppléments, je suis pas très pour dans le sens que si on a une alimentation complète et équilibrée, on va rencontrer tous nos besoins alimentaires. Moi, je suis pour l'équilibre. L'équilibre, la balance énergétique, en fait, ce qu'on dépense versus ce qu'on mange et les suppléments. Il faut quand même se rendre compte que si tu fais un entraînement et tu prends un gros shake de protéines et d'hydrates de carbone, par exemple, c'est un 200-300 calories que tu viens de prendre là versus si tu as bu de l'eau après ton entraînement. Donc, oui, si ça fait partie de ce que tu as envie de manger dans la journée, pas de problème, il y a des très bons suppléments en fait, des protéines et des choses comme ça. C'est ce qu'on va vouloir aller chercher dans des suppléments. Mais si on ajoute ça à toutes les calories qu'on mange dans la journée parce qu'on ne va pas manger moins, on peut se retrouver avec la balance énergétique, pas nécessairement dans la direction de où on la veut. Si on a pris du poids puis on veut perdre du poids, on doit évidemment avoir un déficit de calories et pas un énorme déficit non plus parce qu'on veut garder un bon système on veut se garder un bon métabolisme. Donc, on ne veut pas le dérégler le foquer, si vous me permettez l'expression, ce qui arrive assez facilement si on fait des diètes très drastiques. Donc, l'adage petit train va loin marche aussi pour ça. Un différentiel de 2, 3, maximum 500 calories par jour entre ce qu'on va manger et ce qu'on va brûler. Et comment on va faire ça? On va couper un peu sur ce qu'on va manger, mais on va surtout essayer de bouger un petit peu plus pour que l'ensemble des deux fasse que notre balance énergétique va être positive. Je veux juste revenir à tantôt, tu as dit quelque chose que je trouvais super intéressant. En fait, les deux, vous avez dit quelque chose que je trouvais super intéressant. Alexandro, le plaisir, puis Winston, vous parliez de comment on se sent après un entraînement. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est vraiment important, c'est toute la portion hormonale qui vient avec l'activité physique. Hein? Les endorphines que ça nous permet de sécréter, ils ont un rôle prouvé dans ils ont tellement de bénéfices et puis on en sécrète dès qu'on bouge un peu. Et donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'hormone du bonheur. Ça a des effets bénéfiques sur notre façon de voir la vie, sur notre indice de bonheur, sur notre positivisme, sur notre attitude, sur notre niveau d'énergie. Donc, le fait de se donner le fait de bouger sur une base régulière, ça nous permet de sécréter cette hormone-là régulièrement. Et plus qu'on en a dans notre corps, plus qu'on a des bénéfices. Donc à combien de temps par jour? Je ne sais pas si je viens de t'encourager à y aller à tous les jours, mais en tout cas, c'est ça que ça ferait pour toi. Parlant d'indice du bonheur, on vient presque de passer 1 heure ensemble, Nathalie et Alejandro, et ça a été un réel bonheur de vous entendre. Évidemment, aussi d'apprendre plein de choses qui, pour les gens qui sont à l'écoute avec nous, vont sans doute leur donner des pistes à explorer, à pratiquer, donner l'envie d'aller faire un tour, essayer le yoga,
de se remettre en forme, d'aller jouer dehors, comme dirait l'autre. Et j'aimerais, en terminant, vous laisser une minute ou deux, Nathalie et Alejandro, pour nous parler de ces cours que vous donnez au club sportif de MAA et qu'on peut visionner sur le web. Alors, Nathalie? Bien, écoute, nous, on a décidé d'ouvrir ces cours-là grand public et de ne pas charger principalement pour nos membres parce que, évidemment, on a fermé il y a quelques semaines et grâce à la générosité de plusieurs de mes instructeurs, dont Alexandro, on a été quand même en mesure, même si on n'a pas de revenus, il n'y a plus personne qui paye son abonnement depuis le 15 mars, de se transformer en mode virtuel, puis de quand même d'avoir on espère, un élément positif pour la communauté et puis d'élargir nos cours parce que, bon, qu'il y ait 20 personnes qui regardent ou qu'il y en ait 50, on n'a pas de limite d'espace, si on veut. Et donc, on a une brochette de 27 cours par semaine. Alexandro donne le cours de yoga le dimanche matin à 9 h. Donc, si jamais ça vous tente de venir l'essayer ce dimanche, il va être là, il va être au rendez-vous tous les dimanches jusqu'à temps que le club réouvre, puis on verra par la suite si on va continuer de les donner. Mais peu importe où vous êtes, qui nous écoutez présentement, vous pouvez vous brancher. On utilise le même système que celui sur lequel on est présentement, donc Zoom. Donc, si vous décidez qu'on peut vous voir, on vous voit. Si vous décidez que vous ne voulez pas qu'on vous voit, on ne vous voit pas. Et on offre 27 cours par semaine, dont celui de Alexandro le dimanche matin. Et tous les cours, en fait, pour trouver l'horaire et pour trouver comment se brancher, allez voir le site clubsportifmaa.com ou allez sur notre page Facebook Club Sportif MAA en un mot et vous pourrez trouver l'horaire et vous pourrez trouver comment rejoindre notre Zoom. Et si vous avez des vélos stationnaires à la maison, moi, ça va me faire plaisir de vous voir dans mes cours de spinning. Et autrement, ça nous ferait plaisir de danser avec vous, de faire du yoga avec vous, de faire du pilates avec vous, du vélo. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Alexandro? Eccentric, on a des bootcamps, c'est ça, pour votre musculature. Et puis, juste de vous dire bonjour, de vous saluer comme ça. Alors, Alessandro, on se retrouve dimanche matin 9 h sur le site, sur la page. On va faire ça. Nathalie a tellement raison, vous allez être surpris. Juste les backgrounds, la capacité des entraîneurs. Les gens ont un background extraordinaire. Moi, en danse, en mouvement, il y a des gens en nutrition, en kinésiologie. Donc, c'est profitez-en. Profitez-en. C'est une extraordinaire comme opportunité pour commencer. Alors, merci beaucoup, Alessandro, pour votre présence aujourd'hui. Ça a été vraiment très, très apprécié. Nathalie Lambert, on va vous suivre comme vous êtes assez régulièrement et souvent dans les médias, mais on sait que votre passion pour la condition physique, on peut la retrouver sur le site qu'on mentionnait, clubsportifmaa.com. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre générosité et à une prochaine. Merci. Merci, Nathalie. Merci, Alessandro. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir, on va parler de sexualité et ça va sans doute intéresser quelques-unes des personnes qui nous écoutent en ce moment. On est toujours dans le contexte d'un cancer de la prostate. Donc, on sait qu'il y a des problèmes qui sont inhérents à ça. Il y a des tabous qu'on peut éradiquer, on peut mettre les pendules à l'heure et parler ouvertement de sexualité avec Sharon Dugré, qui est sexologue clinicienne et psychothérapeute au CHU de Québec. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent et on se retrouve jeudi prochain à 16 h pour une autre édition du webinaire Procure, on parle. Ici Winston McQuaid. Ciao!